92 ans, affaibli par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, qu'on soit clair là-dessus. Non, Jambas n'est pas mort. Il est toujours en vie, certes dans un état très critique, diminué physiquement, gravement atteint, mais vivant malgré tout. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre de qui on parle, car Jamal Abbas, ce n'est pas un inconnu. C'est une figure centrale du système Bouteflika, un acteur politique qui a profondément marqué la vie publique algérienne durant près de 20 ans. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Pendant 2 décennies, il a occupé des fonctions de premier rang. Et pourtant, ironie du destin, cet homme influent s'est retrouvé à détenir un record assez sombre. Lorsqu'il a été libéré en 2025, plus précisément à la fin du premier semestre, il avait déjà atteint l'âge de 91 ans. Oui, 91 ans. À 92 ans, affaibli par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, qu'on soit clair là-dessus. Non, Jambas n'est pas mort. Il est toujours en vie, certes dans un état très critique, diminué physiquement, gravement atteint, mais vivant malgré tout. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre de qui on parle, car Jamal Abbas, ce n'est pas un inconnu. C'est une figure centrale du système Bouteflika, un acteur politique qui a profondément marqué la vie publique algérienne durant près de 20 ans. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Pendant 2 décennies, il a occupé des fonctions de premier rang. Et pourtant, ironie du destin, cet homme influent s'est retrouvé à détenir un record assez sombre. Lorsqu'il a été libéré en 2025, plus précisément à la fin du premier semestre, il avait déjà atteint l'âge de 91 ans. Oui, 91 ans. Et toujours derrière les barreaux jusque-là. Sa sortie n'a pas été un geste spontané, loin de là. Elle a été obtenue sous une pression constante grâce à de nombreuses interventions et un lobbying intense auprès d'Abdelmadjid Tebboune. Il a fallu insister lourdement pour que le chef de l'État accepte enfin de le relâcher. Et au moment de sa libération, Abbas était déjà considéré comme l'un des prisonniers les plus âgés de la planète. Honnêtement, voir quelqu'un incarcéré jusqu'à 91 ans relève presque de l'exception. Sauf peut-être dans certains régimes fermés, instables ou autoritaires, comme la Corée du Nord, l'Érythrée ou encore le Soudan. Mais dans un pays censé fonctionner avec un minimum de bon sens, maintenir en détention un homme de 91 ans, en plus gravement malade, dépasse toute logique. Il était véritablement très malade. En plus de cela, il était devenu sénile. Oui, sénile, avec même des épisodes d'hallucination dès 2019 jusqu'à 2022, lorsqu'il devait comparaître devant les juges, lorsqu'il devait faire face à la justice. Il tenait des propos révélant clairement ses troubles. Il évoquait encore Bouteflika alors que celui-ci n'était plus en vie. Il disait au juge « Bouteflika va vous récompenser ». Il adoptait des attitudes complètement délirantes qui traduisaient un état hallucinatoire, comme s'il était sous l'effet de substances hallucinogènes. C'est quelqu'un qui a sombré dans la sénilité, et il a fallu attendre un âge très avancé. Il a fallu attendre la fin du premier semestre de l'année 2025 pour qu'il soit libéré. Il a regagné son domicile à Médéa, où il se trouve encore aujourd'hui, vivant auprès de ses proches, dans un état de santé très préoccupant. Jamal Abbas n'est pas mort, mais il est gravement malade. Jambas, je le rappelle, fait de la politique depuis les années 80, lorsqu'il était député du FLN depuis 1982. Il a été membre du Conseil de la Nation de transition durant les années 90, pendant la décennie noire. Par la suite, il a été ministre de la Solidarité nationale dès le premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, de 1999 à 2001, puis ministre de la Santé. Ensuite, de 2001 à 2002, non, il a été ministre de la Solidarité nationale de 1999 à 2001. Ensuite, ministre de la Solidarité nationale de 2001
à 2002, puis de 2003 à 2007. Il est resté à la tête du ministère de la Solidarité nationale de 1999 à 2007. Il est redevenu ministre de la Solidarité nationale entre 2007 et 2008. Il a ensuite occupé le poste de ministre de la Santé entre 2010 et 2012. Puis, il est devenu secrétaire général du FLN de 2016 à 2019 et vice-président du Conseil de la Nation à la veille de la crise politique du Irak en février 2019. Il a occupé des fonctions de tout premier plan. Il est resté ministre pendant près de 20 ans et chef du FLN, la formation politique la plus importante et historique du pays, pendant au moins 3 ans avant d'accéder à la vice-présidence du Conseil de la Nation, au moment de la crise politique de l'année 2019. Abbas a été emprisonné, comme pratiquement tous les dirigeants de l'époque de Bouteflika. Son affaire n'a pas fait grand bruit, parce qu'il n'a pas été impliqué dans des scandales de corruption majeurs. Les faits les plus graves concernent les ventes lorsqu'il dirigeait le FLN de 2016 à 2019. Il avait été accusé, lui ainsi que ses fils, d'avoir monnayé des postes de députés ainsi que des sièges pour les élections sénatoriales, des places destinées aux membres, aux sénateurs et aux députés du FLN. Et de nombreux hommes d'affaires et personnes fortunées avaient versé des sommes importantes aux enfants de Jamal Abbas afin d'être inscrits sur les listes électorales, sur les listes de candidature, pour devenir candidats aux élections législatives et, par la suite, être élus députés ou sénateurs. Et ces personnes payaient pour bénéficier des immunités parlementaires et sénatoriales, afin de se protéger contre d'éventuelles poursuites judiciaires. C'était le scandale majeur qui avait fait grand bruit. Il a été impliqué dans plusieurs autres affaires. Il avait été condamné à 3 ans de prison ferme le 8 août 2022 pour dilapidation de biens publics et détournement de fonds lorsqu'il était ministre de la Solidarité nationale, ainsi que pour blanchiment. Mais il n'a pas été le ministre le plus corrompu de l'ère Bouteflika. Djamba n'a jamais été véritablement mauvais. Moi, j'ai eu affaire à lui. De nombreux journalistes ont eu affaire à lui. Beaucoup d'observateurs et de spécialistes de l'actualité algérienne ont eu affaire à lui. C'est vraiment un gros nounours. C'est un personnage fantasque. Il est vrai qu'il avait fait parler de lui à travers ses déclarations populistes, lorsqu'il affirmait que le niveau de vie en Algérie était supérieur à celui de la Suède, et lorsqu'il prétendait avoir étudié avec Angela Merkel à l'université de Leipzig, en Allemagne, lorsqu'il disait que Bouteflika était le plus grand président du monde, que tout le monde l'écoutait, que c'était un géant, que lorsque Bouteflika était un lion, quand il rugissait, il terrorisait les lapins et les loups qui allaient se cacher. C'était un populiste. C'était un populiste et un grand courtisan de Bouteflika. Et il est vrai qu'il a élevé la cheetah au rang d'un art. Il a fait de la cheetah un art. Mais il n'a jamais été mauvais. Ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas quelqu'un qui a incarcéré des personnes ou qui est intervenu pour envoyer des gens en prison. Ce n'est pas quelqu'un qui a instrumentalisé la justice ni utilisé sa proximité avec Abdelaziz Bouteflika, ni exploité son pouvoir, ses fonctions ou son influence au sein du système pour provoquer des incarcérations, des emprisonnements,
pour harceler ou pour instrumentaliser les chefs de sécurité afin de harceler, de terroriser, de racketter ou de faire chanter ses adversaires politiques. C'est quelqu'un qui faisait preuve d'une certaine élégance. Il est vrai qu'il n'était pas exemplaire dans la gestion des fonds publics. Il est vrai qu'il aimait davantage Bouteflika que l'Algérie. On peut dire qu'il était un serviteur, un grand zélateur du régime, qu'il était un serviteur, peut-être même vil et servile, du régime de Bouteflika. Mais ce n'est pas quelqu'un de méchant, et son emprisonnement, ainsi que son maintien en détention malgré sa grave maladie et sa sénilité, puisqu'il est devenu sénile par la suite, il était devenu, dès 2021 à 2022, dans un état de sénilité avancée. On l'a maintenu en détention jusqu'à 91 ans. Pourquoi? Parce que Tebboune voulait s'acharner contre lui, comme contre tous les anciens du régime de Bouteflika. Il n'y avait aucune... Soyons logiques. Dans tous les pays civilisés, lorsqu'on dépasse 80 ans, 75 ans, il n'y a aucune raison de rester en prison. Lorsqu'on est gravement malade et lorsqu'on n'a commis aucun crime, parce qu'Abbas n'a pas tué, il n'a pas violé un enfant, ce n'est pas un pédophile, ce n'est pas un violeur en série, ce n'est pas un tueur en série, ce n'est pas un terroriste, il n'a posé aucune bombe. Ce sont des délits de corruption, des délits de détournement. Pour ce type de délit, lorsqu'on dépasse 80 ans, lorsqu'on est sénile, lorsqu'on est gravement malade, on est relâché. La justice, ce n'est pas faire preuve de cruauté. La justice, ce n'est pas de la torture. La justice, ce n'est pas infliger du mal, infliger de la douleur. Ce n'est pas rabaisser quelqu'un, ni le tuer en prison. Il a failli mourir en prison. Jambas aurait pu mourir l'année dernière. Effectivement, je pense que peut-être ces rumeurs ne sont pas infondées. Il n'y a pas de fumée sans feu. Certainement, son état de santé s'est encore dangereusement dégradé, et il est peut-être proche de la mort. Mais à 82 ans déjà, ce n'est quand même pas surprenant que quelqu'un meure à 82 ans. Il a déjà battu le record de l'espérance de vie en Algérie, qui se situe entre 73 et 75 ans, et il est gravement malade. Mais il aurait pu mourir en prison. Il aurait pu mourir en prison. Jam Abbas, pourquoi tout le monde parle-t-il de lui sur les réseaux sociaux? Parce qu'en quelque sorte, les Algériens et les Algériennes se sont réveillés. En 2019, les Algériens et les Algériennes ont exprimé une grande satisfaction. Ils se sont même réjouis. Ils ont même applaudi les emprisonnements expéditifs et systématiques de toutes les figures emblématiques du régime de Bouteflika. Parce qu'à l'époque, les Algériens et les Algériennes pensaient naïvement, ils ont cru naïvement que le mal de leur pays, que la source du malheur de leur pays, que la source de leur sous-développement, que la source des inégalités et des injustices frappant de plein fouet leur pays, c'étaient ces dirigeants que l'on accusait de tous les maux, des corrompus, des dictateurs, des salopards, des voleurs. On les a accusés, on a voulu faire croire aux Algériens et aux Algériennes, et cela a fonctionné. Cela a été une vaste opération de manipulation de l'opinion publique. Même des journalistes expérimentés comme moi ont cédé en partie. Même si j'étais le plus vigilant, je pense que je n'avais jamais cessé de mettre en garde contre ces procès, contre ces emprisonnements, contre la banalisation de ces emprisonnements, contre ces procès expéditifs, contre les effets désastreux et néfastes de ces vengeances judiciaires. Parce que c'était de la vengeance. Cela n'a jamais été du droit. On a emprisonné des personnes âgées, d'anciens ministres, d'anciens dirigeants qui ont servi leur pays et l'État algérien pendant des décennies
et qui ont commis des torts. Certains ont même commis des bêtises. Certains ont été impliqués dans des scandales de corruption, certes, mais on les a jugés sans aucun respect de la présomption d'innocence, sans rigueur, sans enquête sérieuse, sans investigation judiciaire poussée jusqu'au bout ou sans preuve matérielle. Le temps de la justice n'a jamais été respecté. On les a envoyés en prison. On les a condamnés rapidement et arbitrairement, sans tenir compte de leur état de santé, de leur morale, de leur état physique et de leur état psychique. Ils sont tous malades aujourd'hui. Tous les dirigeants qui ont été emprisonnés sont tous malades. Les gens, les Algériens, les Algériennes, quelques années plus tard, lorsqu'ils ont constaté que le régime de Tebboune, lorsqu'il a été instauré, 2 ou 3 ans après, que le pays allait encore plus mal, que la corruption était encore plus grave qu'auparavant, qu'il y avait encore moins de liberté publique et individuelle, que la pauvreté était plus sévère, que la misère sociale était plus intense, que les inégalités étaient encore plus marquées, que tout allait mal par rapport au passé et que, finalement, les Algériens et les Algériennes ont découvert qu'ils avaient été victimes d'une supercherie, que cette manipulation consistait à leur faire croire que tous les maux de l'Algérie étaient imputables à Bouteflika et à ses dirigeants. C'était une supercherie. De plus, les Algériens et les Algériennes ont découvert qu'à l'époque de Bouteflika, on vivait mieux. Les salaires étaient corrects, se portaient mieux. Le pouvoir d'achat se portait mieux. Le dinar se portait mieux. Il y avait moins de pénurie, moins de chômage, moins de pauvreté, moins de dictature, moins de totalitarisme. On peut lui reprocher tout ce que l'on veut. On le critiquait, on le caricaturait, on le vilipendait, on se moquait de lui. Jamais personne n'entrait en prison pour avoir critiqué Bouteflika. Lui, il est venu, il a instauré un régime totalitaire, autoritaire, dictatorial, où tout le monde peut être envoyé en prison pour un message sur Facebook, pour une vidéo, pour un commentaire, pour un like ou un partage sur les réseaux sociaux. Donc les Algériens, les Algériennes, depuis 48 heures, la majorité, il suffit de parcourir les publications sur les réseaux sociaux concernant la rumeur annonçant la mort de Jamal Abbas. Il faut simplement les consulter. Il faut juste scanner ces publications et vous découvrirez que les Algériens et les Algériennes se solidarisent. Ils ont exprimé leur indignation. Tous les commentaires ont affirmé, la majorité, peut-être pas tous, mais la majorité écrasante des commentaires ont indiqué que c'était honteux. Comment quelqu'un comme Abbas, aussi âgé, de la cellule de prison jusqu'à l'hôpital où il est mort, de la cellule de prison jusqu'à la morgue, cela est inhumain. Pourquoi ne pas l'avoir libéré? Pourquoi ne pas l'avoir relâché? Pourquoi ne pas avoir fait preuve de clémence? Quelle barbarie! Quelle cruauté! Quelle ignominie! Les gens ont été choqués par cette rumeur parce que pour eux, ce n'est pas de la justice. Maintenir en détention quelqu'un de gravement malade, victime de plusieurs maladies chroniques très dangereuses ou de maladies incurables, ce n'est pas de la justice, c'est de la barbarie, c'est de la torture. Abdelmadjid Tebboune a maintenu des dirigeants très malades. On en parlera dans l'émission. Pas seulement lui, Ahmed Yahya, les autres.
Ils sont tous malades. Ils ont tous un cancer. Ils sont tous maintenus en détention alors que Tebboune sait très bien qu'il risque de mourir. Jamal Abbas était le patron de Tebboune, parce que Tebboune était membre du conseil politique du FLN, un haut responsable du FLN lui aussi, lorsqu'il était ministre de l'Habitat. Le patron de Tebboune, c'était Jamal Abbas. Ils entretenaient des rapports très cordiaux. Abbas n'a jamais fait de mal, ne lui a jamais fait de mal. Mais comment s'est comporté face au cas de Djamba ? Il a consenti à le libérer seulement au moment où on lui a dit « C'est bon monsieur, si vous le laissez en prison, il va mourir, il est sénile, pratiquement dans un état végétatif. » Et aujourd'hui, clairement, encore une fois, cette rumeur n'est pas totalement infondée, elle n'est pas inexacte à 100%. Il est gravement malade. Certainement, il pousse ses derniers soupirs. Abbas n'est pas en excellente santé. Il risque, il est peut-être en train de rendre ses derniers soupirs, il faut dire la vérité, mais son incarcération, son maintien en détention jusqu'à 91 ans, cette information a choqué les Algériens et les Algériennes. Et cette rumeur, ainsi que l'indignation des Algériens et des Algériennes face à cette rumeur, démontre que les Algériens et les Algériennes se sont réveillés. Il y a une prise de conscience. Ils ont compris que ce que nous avons fait aux dirigeants de l'époque de Bouteflika était inhumain